Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. En septembre dernier, les participants réunis au premier sommet africain sur le climat ont adopté la déclaration de Nairobi. Il s'agit d'un document qui va servir de position commune de l'Afrique dans le processus mondial sur le changement climatique. Une façon pour l'Afrique de préparer la COP28 prévue aux Émirats Arabes Unis. Les dirigeants africains ont ainsi appelé la communauté internationale à honorer ses engagements antérieurs consistant à fournir 100 milliards de dollars de financement annuel pour le climat, à éliminer progressivement les combustibles fossiles et à mettre en place le mécanisme de financement des pertes et dommages. La société civile, pour sa part, estime que les engagements pris lors du premier sommet africain sur le climat n'ont pas réussi à répondre de manière adéquate aux défis auxquels sont confrontés les petits exploitants agricoles africains. Quel est le but de cette déclaration de Nairobi ? Quel est l'impact de cette déclaration sur l'action climatique et les mécanismes de financement? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, l'Afrique qui fait face à des défis climatiques majeurs tels que des sécheresses historiques, des incendies de forêt et des inondations, dont l'invite de certains acteurs non étatiques aux pays africains à éviter la dépendance aux combustibles fossiles et à s'engager dans une transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelables, sûres et abordables, mais aussi de miser sur les ressources naturelles du continent pour accélérer l'industrialisation durable et la transition énergétique propre, ce qui inclut la diversification des sources d'énergie, la promotion des énergies propres et l'abandon progressif de ces énergies fossiles. Comment réussir la transition énergétique du continent africain? Quelle place des minerais essentiels pour l'accélération de l'industrialisation? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Alassane Diagne, vous êtes spécialiste des questions d'énergie, également consultant en éducation et gestion environnementale. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent à notre invitation. Merci Monsieur Sow et salutations à tous les téléspectateurs de Médian TV. Merci beaucoup. Et en face de vous, Monsieur Biram Faye, un confrère, vous êtes journaliste, chercheur, également spécialisé sur les questions environnementales, également de gestion des ressources naturelles. Merci aussi Monsieur Faye d'être là avec nous. Merci Daouda, bonjour à tous nos téléspectateurs et c'est un plaisir de participer à cette émission. Et plaisir partagé. D'abord, quelle lecture faites-vous aujourd'hui des conclusions issues de ce premier sommet africain sur le climat, un document communément appelé Déclaration de Nairobi? Bon, disons que c'est un sommet qui était attendu, bon, après plusieurs années quand même de plaidoyer, à la limite même de victimisation des pays africains qui participaient au COP, à différentes rencontres internationales. Et disons que c'était la première fois que l'Afrique organise son sommet sur le climat. Donc, le symbole était assez énorme et des chefs d'État, des organisations de la société civile, la Commission africaine, se sont réunis quand même à Nairobi pour réfléchir sur la situation climatique de l'Afrique. Et comme livrable, on a eu droit à une déclaration, n'est-ce pas? Maintenant, quand on examine bien la déclaration, on voit que des intentions nobles sont là. Bon, l'Afrique, les chefs d'État, au nom de l'Union africaine, ont encore réitéré leurs engagements à travailler pour un développement durable. En même temps, on voit dans la déclaration cette invite faite aux pays développés, industrialisés, à respecter leurs engagements internationaux, à utiliser plus ou moins un modèle de développement qui n'est pas très pollueur, donc moins de carbone, moins de combustibles fossiles, etc. Mais en même temps, on voit une faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? On ne voit pas l'engagement des pays africains à bâtir leur propre modèle de développement durable en faisant quoi? En mettant en place un fonds propre à l'Afrique avec des mécanismes de financement assez souples, accessibles aux entreprises, et aux États et aux organisations de la société civile africaine. Et en même temps, ce qui a manqué, c'est vrai que c'est un travail qu'on a confié à la Commission de l'Union africaine, c'est la feuille de route, c'est-à-dire concrètement,
après ce sommet, qu'est-ce que l'Afrique va faire à court, moyen ou long terme? C'est là où se trouve le défi. Et comment y arriver également? Effectivement, comment y arriver? Mais est-ce que la question de taxation, la question par exemple de la taxation mondiale carbone qui a été adoptée à l'issue de cette déclaration de Nairobi, est-ce que ça ne pourrait pas constituer une source de financement aujourd'hui, comme vous le revendiquez? Oui, en fait, effectivement, c'est une source énorme qui est là. Parce que, au fond, l'Afrique est victime d'un modèle de développement industriel qui a fini de montrer ses limites. Donc, en termes d'émissions, l'Afrique a une part très faible. C'est le monde développé occidental qui consomme en grande partie les combustibles fossiles, qui polluent, et qui ont aussi les multinationales qui s'installent, en tout cas chez nous, qui polluent. Donc, s'il y a taxe à encaisser, véritablement, les pays africains qui sont en grandement victimes doivent pouvoir bénéficier quand même de cette taxe. Et ça pourrait aider à financer, par exemple, un fonds climat propre à l'Afrique et qui pourrait aider toutes les stratégies d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Et un fonds où les mécanismes également d'accès à ce fonds seraient beaucoup plus souples que les autres fonds existants déjà. Et M. Diagne, cette déclaration de Nairobi a été adoptée pour servir de base, je le disais en introduction, à la position commune de l'Afrique dans le processus mondial de changement climatique jusqu'à la COP 28 et même au-delà. Il a également été proposé lors de ce sommet africain sur le climat que ce soit un événement biennal organisé par l'Union africaine et accueilli par les États membres de cette instance. Selon vous, quel impact aujourd'hui pourrait avoir cette position commune de l'Afrique lors de la COP 28 face aux négociations aujourd'hui avec les pays industrialisés? À mon avis, c'est une bonne initiative. Mais il faut qu'on remonte un peu dans le passé. Et lors de la conférence sur le climat qui était à Bonn, il y a quelques années, il y avait une rencontre similaire qui a été faite, qui a été organisée. Il y avait les 11 points. Ces 11 points-là, pratiquement, on les retrouve à nouveau dans cette présente déclaration. Mais depuis cette conférence de Bonn, sauf erreur de ma part, je pense que c'était en 2004. Donc ensuite, maintenant, on est à cette prochaine COP qui va venir. Mais moi, j'ai été toujours d'avis qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de ces COP. L'Afrique n'est pas responsable de cette situation de pollution. On doit faire en sorte, si on doit même parler d'une certaine cohésion dans les politiques, ce qu'on n'a pas perdu, qu'on n'a pas gâché en Afrique, on doit le préserver. Ça veut dire que c'est la responsabilité des États pollueurs industriels qui sont responsables de cette situation de faire en sorte qu'il y ait une justice. Il faut qu'il y ait une justice, donc je vais dire, énergétique. Donc sans cette forme de démocratie donc, et d'équité dans le domaine de l'énergie, de l'électricité, de l'accès aux sources et aussi à l'industrialisation, on ne peut pas continuer comme ça à faire des déclarations bien habillées, très jolies, mais après quelle est la faisabilité? Depuis qu'on a promis les 100 milliards. Par rapport à la faisabilité, Alsan, est-ce qu'aujourd'hui des rencontres comme les COP, cette rencontre internationale sur les climats, ne pourrait pas être aujourd'hui une belle opportunité pour avoir cette position-là et peser sur la balance sur les décisions qui seront issues de ces rencontres? C'est-à-dire que, comme le disait, j'aime à le rappeler souvent, comme le dit l'ancien ministre Sina Diatta, on n'a pas une véritable diplomatie énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique énergétique du Sénégal avec celle de nos voisins, il n'y a pas un cadre véritablement pour tout essayer d'harmoniser. Nous avons vécu le départ, il y a peu, de la Guinée, de l'organisation de l'OMVS. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens sachent exactement quel est le potentiel, quelle est la feuille de route de tel pays, qu'il y ait un conclave et qu'on puisse maintenant faire en sorte d'avoir une sorte de coopération pour ça. Ce qui fait que ce qui est disponible en ressources internes, vous avez parlé des taxations, les grosses majors qui sont là. Mais ces majors-là, ils ont toutes les facilités fiscales. Ils sont pratiquement même donc à 0% de taxation, on peut dire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on leur impose quelque chose, ils doivent avoir un impact social et économique. Mais surtout, on ne peut pas continuer à qu'il y ait une sorte d'injustice énergétique donc, en Afrique présentement. Et cette déclaration, il faut aller au-delà de cette déclaration. Il faut faire une planification, il faut mettre des mécanismes en place et aussi assouplir le cadre pour pouvoir avoir accès à ces fonds-là. Mais aujourd'hui, c'est comme si on veut étouffer encore une fois l'Afrique. L'Afrique ne va jamais sortir de la tête de l'eau. Ou bien au moment où il va sortir de la tête de l'eau, on va encore le pousser au fond de l'océan. Donc aujourd'hui, c'est ça. Il faut qu'il y ait une émancipation totale donc, de nos dirigeants et aussi des décideurs. Et qu'on organise aussi donc, les acteurs, les véritables acteurs du secteur, il faut qu'on les implique. C'est-à-dire que les États discutent
au sommet. Mais quand il y a par exemple ces manifestations comme les COP, ce sont les side events où on a véritablement ceux qui vivent les réalités de ces populations qui ont besoin d'électricité. Mais les autres institutions, quand ils se retrouvent dans la salle, ils sont tellement aériens. Donc, c'est juste après de belles déclarations, après c'est fini. Et d'ailleurs, ce que vous souhaitez de plus en plus également, les communautés à la base, surtout sur le continent africain, de plus en plus ces communautés-là aujourd'hui, qui vivent les effets de ce changement climatique, revendiquent leur participation à ces événements tels que les COP pour exposer eux-mêmes aujourd'hui les problèmes auxquels ils sont confrontés et leurs solutions endogènes par rapport à leur situation. Et Faye, les dirigeants africains ont proposé un nouveau mécanisme de financement pour restructurer la lourde dette de l'Afrique, ce qui passerait par la réforme du système financier multilatéral et l'architecture financière. D'ailleurs, depuis des années, l'Union africaine plaide même pour une réforme de la dette des pays africains. Dans ces conditions aujourd'hui, pourrait-on financer l'action climatique sans pour autant passer aujourd'hui par l'allègement de la dette des pays africains ou bien même revoir le mécanisme aujourd'hui financier mondial? Oui, mais je considère cette option comme une fausse stratégie, un faux prétexte. Pourquoi? Parce qu'en 2006, on a assisté à l'effacement de la dette. En tout cas, pratiquement toutes les dettes des pays africains, des paiements ont été effacés par les bailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2006 et 2023 jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un taux d'endettement parfois qui dépasse même les plafonds, en tout cas fixés par les organisations communautaires? Pour moi, c'est une fausse piste, l'endettement. À ce niveau, moi, je vois juste que les pays africains veulent profiter de cette crise climatique pour régler ce problème de la dette. À mon avis, l'Afrique doit pouvoir s'émanciper. Et ce qu'il y a lieu de faire. Le problème climatique est si complexe qu'il y a plusieurs implications, plusieurs enjeux qu'il faudrait prendre en compte. Tantôt, vous avez parlé des communautés, de l'exploitation agricole, etc. Est-ce que l'Afrique, au lieu toujours de se positionner en victime, ne devrait même pas, à un moment donné, se positionner comme porteuse de solutions, par exemple? On voit nos communautés sont affectées par le changement climatique, mais nos communautés aussi détiennent parfois des solutions à la crise climatique. D'où leur appel d'ailleurs à participer sous divers formats d'ailleurs. Face à la crise de l'eau, il y a des pratiques, il y a des méthodes qui sont développées au niveau communautaire. Face à la rareté des pluies, face à l'érosion côtière, etc. Mais c'est des connaissances qui ne sont pas documentées et qui ne sont pas valorisées et qui ne sont pas présentées à la communauté internationale à l'occasion de ces sommets. L'autre aspect qu'il faudrait voir, comme il a dit tantôt, mais les mécanismes de financement. Si l'Afrique veut s'émanciper et se positionner en tant que vraiment porteuse d'une solution à présenter à la communauté internationale, l'Afrique doit, comme il l'a dit, mettre en place son propre mécanisme de financement, mais qui répond à ses besoins. Parce que on a trop attendu de la communauté internationale. Et avant même cette crise climatique, on a vu, avec les institutions de Bretton Woods, etc., la question de la dette et de l'aide publique au développement n'a jamais réglé les problèmes de l'Afrique. Et on a sur la question climatique... Mais est-ce que sur ce point, n'a-t-il pas lieu aujourd'hui de comprendre aussi cette position des États africains, à savoir leur demande aujourd'hui à réformer même ce système financier aujourd'hui international, qu'ils jugent en tout cas injuste ou bien même déséquilibré et qui plombe en tout cas le développement des pays africains? C'est un système qui avait été créé dans un contexte bien précis, un contexte d'après-guerre mondiale. Un contexte qui a évolué. Voilà, on connaissait les vainqueurs, donc qui dominaient le monde, qui avaient créé un système pour consolider leur domination. Donc, c'est un système qui a atteint ses limites. Et à mon avis, le plaidoyer doit être porté à un autre niveau, au niveau même de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et à mon avis, à un moment donné, les pays africains doivent hausser le ton et prendre même parfois des mesures concrètes, soit en donnant parfois des deadlines à certains pays développés qui tiennent le pouvoir dans ces institutions, pour leur dire ok, à un moment donné, si vous n'aidez pas à réformer ce système pour que l'Afrique puisse y avoir une place beaucoup plus considérable, mais on va en tirer les conséquences. Il faut parfois,
comme il a dit, cette diplomatie énergétique, financière, etc., donc qui fait que l'Afrique est dominée par ces puissances-là, doit être absolument revue. Mais ça demande un leadership très fort, un leadership qui ne fait pas dans le compromis. Parce que moi, ce qui me désole à ce niveau, c'est que l'Afrique est déjà dans l'agenda 2030. L'Afrique a son agenda 2063, n'est-ce pas? Mais à partir de ce moment, vous vous fixez des objectifs. Mais dites-nous comment, sur le plan financier, sur le plan de la mobilisation des ressources technologiques et des ressources humaines, comment faire pour atteindre ces résultats-là et non plus attendre voilà, une quelconque communauté internationale voilà, au gré des crises écologiques, politiques, géopolitiques, voilà, a toujours tendance à réduire la part qui devait être affectée à l'Afrique. Pour moi, ce sont ces aléas-là que l'Afrique doit éviter en se donnant les moyens de sa propre politique de développement durable. Et sûrement l'intégration aujourd'hui de l'Union africaine comme membre à part entière du G20 pourrait peut-être contribuer à davantage porter ce plaidoyer ou bien davantage même imposer certaines décisions en tout cas qui verront à mieux prendre en compte ces questions que vous avez soulevées tout à l'heure. Oui, absolument. En fait, à ce niveau, le symbole est très fort. C'est vrai que dans le G20, bon, c'est des pays qui sont développés sur le plan économique qui sont là-bas. Et en Afrique, il n'y a pas encore une place pour un pays. Donc le continent est là-bas sur le plan symbolique pour revendiquer. Maintenant, est-ce que l'Afrique va parler d'une seule voix en venant avec une proposition, des propositions même je dirais, pour dire ok, vous avez une politique économique internationale, mais voici les propositions africaines. En Afrique, voilà ce que nous voulons. Donc ça, c'est important, mais à mon avis, ce n'est pas intégrer le G20 qui va régler les problèmes de l'Afrique. Pour moi, l'Afrique a toutes les ressources pour bâtir son propre modèle de développement durable. Bâtir son propre modèle de développement durable. D'ailleurs, certains mécanismes de financement climat peuvent aussi être explorés à cet effet. On peut citer l'initiative de Bridgetown, la capitale de l'initiative, autant pour moi, de Bridgetown, qui consiste à accélérer les investissements privés dans les pays pauvres. Également, l'agenda Accra-Marrakech, retenu en avril 2023, avec la résilience climatique au cœur de ses préoccupations, des préoccupations de cette agenda. Également la proposition de la relance des ODD, une proposition faite par le secrétaire général des Nations Unies, puisque aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, il est clair en tout cas que ces ODD ne seront pas atteints. Aujourd'hui, il y a une proposition du SG de l'ONU pour la relance de ces ODD et également aussi revoir le pacte économique mondial. Quel impact pourrait avoir autant d'initiatives et de propositions aujourd'hui dans le mécanisme de financement climat, puisque le principal problème, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont les lourdeurs administratives, les difficultés aujourd'hui à accéder à ces financements-là. Vu autant en tout cas d'initiatives qu'on voit à côté, quel impact pourrait avoir de telles initiatives également dans le financement du climat? C'est-à-dire qu'il faut vraiment se positionner sur des actions concrètes, pas seulement des déclarations d'intention. Il faut se poser sur des actes concrets. Parce qu'aujourd'hui, donc, comme m'a dit donc co-débatteur, nous avons des savoir-faire, nous avons des possibilités. Pour rebondir sur votre question, le secteur privé joue un rôle très très important pour régler ces questions liées à l'accès universel à l'énergie ou bien à l'électricité. Mais eux aussi, ils sont confrontés même pays par pays à des difficultés majeures d'accès au financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour même avoir la possibilité de pouvoir réaliser certains gros projets, le secteur privé africain déjà n'a même pas sa place. Donc tout cela. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ce que, si on a véritablement des intentions, de bonnes intentions, qu'on ouvre aussi bien au plan politique, donc aux États, mais qu'on ouvre aussi au secteur privé, professionnel, donc et aussi industriel. Mais aujourd'hui, l'Afrique est toujours considérée comme une personne qui tend la main. Être membre du G20, le G20 existe depuis combien de temps? Mais l'Afrique existe depuis combien de temps? Depuis combien de temps nous fournissons la majeure partie des minerais donc à l'Europe, que ce soit de l'or, de l'uranium et tout cela? On est même parti jusqu'à nous dire les diamants de sang. Quel diamant de sang? Depuis quand le diamant a du sang? Donc il faut qu'on arrête un peu sur ces... Mais là aussi ça se comprenait, parce que parlant de diamants de sang, c'était des diamants qui avaient été issus de pays en guerre ou bien qui avaient été exploités au prix du sang. Mais où est le diamant là? Où est-ce qu'on fixe le prix du diamant? Est-ce que vous avez vu une seule femme africaine
porter une rivière de diamants à son cou. Mais voilà, ce sont des réalités. C'est-à-dire qu'on a des exemples concrets sur l'injustice mondiale qui est là. On ne peut pas toujours se complaindre dans une situation, oui, voilà, on va vous donner une ancienne. Non, l'Afrique a de fait sa place au Conseil de sécurité, a sa place dans toutes les décisions mondiales. On ne peut pas continuer à subir. C'est-à-dire que là, on est en train de nous donner beaucoup d'excuses, mais aujourd'hui, si on va vers cette COP 28 et qu'on ne prenne véritablement pas les préoccupations des populations, qu'on ne corrige pas vraiment de façon drastique et profonde toutes ces lourdeurs administratives, financières, tout le cadre réglementaire pour pouvoir accéder à ces fonds-là, on ira vers un échec. Et depuis la COP de la France jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Vous voyez des populations qui sont encore beaucoup plus pauvres, qui ont encore beaucoup plus de problèmes d'accès à l'énergie. Et ce qui est encore grave, l'innovation endogène des Africains. Il y a des Africains qui ont créé des solutions énergétiques très adaptées, très soft et au plus proche du besoin et qu'on peut adosser à des mécanismes pour pouvoir aussi traiter l'eau. Parce qu'on a besoin aussi donc de l'eau pour l'agriculture. Mais eux, ils ont réussi à développer, à créer donc des mécanismes donc techniques et pour pouvoir avoir le produit de l'électricité. Et on reste avec ces questions que vous avez soulevées tout à l'heure, les solutions endogènes et même ces communautés qui continuent à être impactées par les effets de ce changement climatique-là. L'urgence aujourd'hui est de remédier aux pertes et aux dommages, de configurer des mécanismes financiers appropriés pour que la résilience augmente avec chaque événement météorologique extrême et chaque épisode d'insécurité induite par le climat. Ce sont là les propos du président kenyan William Ruto lors aujourd'hui de ce sommet africain sur le climat. Comment veiller aujourd'hui à l'effectivité de ce mécanisme de financement qui est le financement des pertes et dommages? Vous savez, dans le secteur d'activité, on a eu à travailler, on a eu un peu à faire des analyses. Nous étions même allés jusqu'à mettre des sortes de mutuelles d'énergie. C'est-à-dire de faire des mutuelles d'énergie où, par exemple, vous êtes, par exemple, grand consommateur, mais vous avez un surplus, vous avez la possibilité de partager avec donc d'autres. Ou bien on se met ensemble, nous avons besoin, nous sommes 100 foyers, on se met ensemble donc de façon comme une coopérative d'énergie et nous faisons en sorte de pouvoir avoir à notre énergie. Donc, et ça, on essaie de préfinancer même donc des systèmes énergétiques, donc que ce soit pour l'éclairage et tout cela. Donc ces propositions-là, nous on les a même fait, on a même fait ce genre de propositions au niveau de l'État sénégalais. Et ça a été une initiative qui malheureusement n'a pas été suivie. Nous avions eu la chance de pouvoir réunir autour d'une table le FONGIP, représentant de l'Agence nationale des énergies renouvelables, un partenaire technique et financier extérieur et une banque tampon ici. Ça veut dire que voilà donc déjà 4 entités qu'on avait réussi à avoir autour d'une table, mais si ce modèle-là avait réussi à être pratiqué, mais on aurait pu le dupliquer partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 100 foyers, ils veulent avoir accès à l'électricité. Chaque foyer, on doit par exemple donner 500 watts donc de système solaire, mais ils ont la possibilité de se mettre ensemble. 20% seulement qu'ils mobilisent. Les 80%, ça peut être donc avec la garantie, avec la banque. Il y a un organisme de financement comme ici, on a le FONGIP, et la caution morale, c'est l'agence de l'État. Cela pose encore un problème qu'on a soulevé tout au long de cette émission, à savoir la question de la concrétisation aujourd'hui de ces projets et de ces solutions proposées, en tout cas depuis la base, proposées par les communautés ou même par des entrepreneurs locaux. On reste avec cette question des pertes et dommages, Biram Faye. Aujourd'hui, ça a connu une avancée lors de la précédente COP, à savoir la COP 27, avec son adoption au sein, en tout cas, de l'agenda officiel de la COP 27, mais il reste à définir le mécanisme de financement de ces pertes et préjudices. Aujourd'hui, est-ce que cette déclaration de Nairobi pourrait avoir en tout cas un impact, c'est-à-dire cette position commune de l'Afrique pourrait permettre de peser sur la balance pour faire adopter ce mécanisme aujourd'hui beaucoup plus souple de financement de ces pertes et préjudices auxquels nos États sont confrontés? Daouda, mais concrètement, on a perdu quoi? C'est-à-dire, bon, c'est vrai que... Quand on parle de pertes et préjudices, aujourd'hui on prend des communautés comme les pêcheurs. Aujourd'hui, au-delà, aujourd'hui, c'est l'érosion côtière. Des communautés comme les pêcheurs, c'est pas seulement l'activité économique qui est perdue, c'est également des savoirs endogènes, c'est bien d'autres choses qui sont perdues. En fait, c'est juste une manière un peu de répondre à votre question. C'est-à-dire, on prend différents secteurs d'activité où on perçoit, où on voit des effets néfastes qui sont liés au dérèglement climatique. Bon,
la communauté des pêcheurs, tout ce qui est érosion côtière, la rareté des ressources, le tourisme même. Je pense que la Banque mondiale a fait une étude sur la côte ouest africaine, une étude qui montre que voilà, les pays là vont perdre 8% de leur PIB, c'est énorme, donc, de Dakar à Cotonou, etc. Donc vous prenez l'activité agricole, parce que n'oublions pas que 65 à 70% des populations africaines globalement vivent du secteur primaire. Et c'est un secteur qui est très très affecté par la variabilité climatique. Et vous parliez tout à l'heure de l'agriculture, un secteur également qui a malheureusement, nous sommes à la fin de la première partie de l'émission. Il sera question de davantage développer sur cette question de l'agriculture et même de la transformation de des produits agricoles grâce aujourd'hui à une question à la résolution de l'accès à l'énergie. Comment aujourd'hui réussir la transition énergétique du continent? Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de cette émission, le débrief. Alassane Diagne, d'abord, quelle lecture faites-vous de la transition actuelle, de la transition énergétique actuelle du continent africain? Vous savez, cette question, elle est très très importante. Mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on tombe dans un piège. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on sache quels sont les types d'énergie renouvelables que nous avons en Afrique. Nous avons des forêts, nous avons de la biomasse. Nous avons la possibilité de produire du biogaz. Nous avons aussi donc des ressources donc gazières, pétrolières donc nouvelles. Nous avons la possibilité aussi de développer sur notre hydraulique aussi. Un pays comme la Guinée, c'est extraordinaire ce qui se passe là-bas. Donc nous avons la possibilité de travailler aussi bien en faisant un lien énergie et mine. Et malheureusement, on parle toujours d'accès, mais il y a aussi une question de sécurité énergétique. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz doit être maintenant la sécurité énergétique et la garantie pour ces pays. Un pays comme le Sénégal doit avoir cette sécurité énergétique-là. Ça veut dire que tout le potentiel, quand on parle de transition énergétique... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord réussir l'accès avant d'arriver à cette sécurité et garantie énergétique, puisque un pays comme le Sénégal, si on reste avec votre exemple, il y a encore aujourd'hui des villages, hameaux et autres localités qui sont encore dépourvus d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions énergétiques sont devenues portables. Vous pouvez vous déplacer avec un kit solaire, donc pratiquement une valise, et vous vous déplacez avec. Les batteries sont compactes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité dans chaque maison d'avoir le minimum en électricité. Mais il faut développer il faut être aussi assez créatif. Il y a des solutions d'accès pour pouvoir organiser des plateformes de production avec des systèmes conteneurisés. Vous avez une mini-centrale. Dans un conteneur de 40 pieds, par exemple, vous avez la possibilité de faire des unités de transformation pour les céréales, de conservation pour des denrées donc périssables, le lait, tout cela. Donc ça veut dire que vous créez un pôle d'activité autour de 2 conteneurs de 40 pieds, vous pouvez le faire. Il y a des entreprises étrangères qui ont compris ça, qui ont commencé à le faire. Mais nous avons aussi un secteur privé local, des ingénieurs locaux qui ont ce savoir-faire là, mais qui ne sont pas accompagnés. C'est ça aujourd'hui, c'est là où on a vraiment cette sorte de cri du cœur. Aujourd'hui, on a même des solutions de production d'énergie innovantes, non polluantes. Un Sénégalais ici, par exemple, il a donc une solution de production d'énergie vraiment très bien réfléchie, mais il ne peut pas recevoir de subventions pour pouvoir aller à une phase industrielle. Il produit de l'électricité avec juste, comme on dit, le processus d'Archimède. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas lui donner la possibilité de s'exprimer. Alors qu'il a la possibilité de miniaturiser cela et de pouvoir faire en sorte que dans chaque foyer, au minimum, dans les localités, vous pouvez mettre des systèmes de 100 kV, donc à la chaîne en série. Les structures qui produisent de la glace. Aujourd'hui, on a dit que avec l'augmentation des prix pour la Sénélec et tout cela. Mais aujourd'hui, il y a aujourd'hui au niveau d'ingénierie et de savoir en matière de production d'énergie, de savoir-faire, de production, de transport et de distribution, il n'y a pas d'excuse. Toutes les technologies aujourd'hui sont connues de par le monde. Donc ça veut dire que c'est une question de volonté. Moi, ça a été toujours ma conviction. La question des problèmes d'énergie, c'était juste un manque de volonté politique sincère.
On reste sur ces questions de technologie et d'énergie. Et tout à l'heure, il y a Alsan qui faisait part, en tout cas, de toutes les sources d'énergie dont dispose l'Afrique, à savoir l'éolienne, l'énergie hydroélectrique, également beaucoup d'autres formes d'énergie comme la biomasse, les forêts et tout. Et également, l'Afrique aujourd'hui détient 60% du potentiel solaire mondial. Et avec tout cela aujourd'hui, le continent est toujours confronté à ce problème d'accès. On ne parle même pas de sécurité, mais d'accès à l'énergie. Qu'est-ce qui justifie selon vous ce paradoxe? Bon, c'est un des paradoxes africains, parce que le potentiel est énorme, la demande, elle est là, la technologie existe. Maintenant, la question, effectivement, elle est légitime. Pourquoi nous ne parvenons pas à fournir de l'énergie propre même à nos communautés? Donc, ça, c'est un défi qui est là. Et ce qu'il faut voir à ce niveau, c'est, voilà, il n'y a pas cette volonté politique très affirmée pour régler cette question. Parce qu'aujourd'hui, même parler de transition énergétique en Afrique, à mon avis, c'est un piège sémantique qu'on doit, à la limite, éviter. C'est ce qui doit parler de transition, c'est des pays qui ont déjà épuisé toutes les formes, toutes les sources d'énergie jusqu'au nucléaire et qui ont constaté les dégâts et qui doivent maintenant corriger pour adopter des sources d'énergie beaucoup plus propres. Mais l'Afrique globalement est en jachère. Aujourd'hui, on peut bel et bien électrifier toute l'Afrique, tous les villages africains avec des énergies propres. Il suffit d'en avoir la volonté et de se donner les moyens pour y arriver. Et une des solutions, là par exemple au Sénégal on l'oublie, mais le secteur de l'électricité a été libéralisé. Cela veut dire qu'une des solutions même se trouve dans la décentralisation. Aujourd'hui, si on permettait à une région, à un département, à une commune de contractualiser avec une société qui vient exploiter les ressources éoliennes, hydroélectriques ou voilà, qui existent dans la zone et même forestière, pour produire en tout cas de l'énergie propre et la fournir au département, à la commune. Par exemple, dans beaucoup de pays aujourd'hui, la question de l'énergie, de l'éclairage public, etc., c'est des questions éminemment décentralisées. Mais au Sénégal, c'est toujours l'État central qui tient la société nationale et qui veut fournir de l'électricité à tout le monde. Donc là aussi, ça nous rattrape, c'est une des tares de nos politiques, c'est que la décentralisation économique, tant chantée, tant exprimée, n'est pas concrétisée à ce niveau. Mais si on permettait au secteur privé, avec même les contrats PPP, etc., de venir trouver en tout cas un contrat avec un département, une commune qui est assez large, où il y a des potentialités, mais vous verrez que des villages, même des hameaux, pourraient disposer de l'énergie propre à moindre coût. Et là, vous parlez d'énergie propre comme solution, en tout cas, à ces difficultés d'accès à l'énergie. Comment donc davantage, vous avez donné l'exemple tout à l'heure de la décentralisation de ces politiques-là, et comment davantage aujourd'hui miser sur ces formes d'énergie, à savoir la biomasse, l'éolienne, l'hydroélectrique et toutes ces formes d'énergie propre pour réussir en tout cas cette question d'accès à l'énergie, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, on ne peut pas encore aller vers une transition énergétique sans que cette question d'accès et de sécurité soit réglée au préalable. Comment aujourd'hui davantage miser sur ces questions-là d'énergie propre pour réussir le défi d'accès à l'énergie? Par exemple, prenons l'hydroélectricité. Essayons de voir un peu le potentiel avec nos grands cours d'eau qui existent même en Afrique. Le fleuve Gambie avec l'OMVG, le fleuve Sénégal, le barrage Dinga en Afrique centrale et beaucoup d'autres cours d'eau qui existent, Congo, etc. Mais le potentiel est énorme. Et on n'a même pas exploité le tiers ou même le quart de ce potentiel-là. Et vous verrez que c'est des investissements qu'il faudrait réaliser pour que les pays riverains, d'une façon générale, puissent disposer de l'énergie. Aujourd'hui, il y a un projet assez important avec l'OMVG. Au Sénégal, on parle du barrage de Samangalou, mais c'est un projet qui a démarré en Guinée, donc qui est un accident géologique par nature. L'OMVS a un projet intégrateur, mais au Congo, par exemple, avec le barrage Dinga, c'est un potentiel qui est là, qui est sous-exploité. Alors que, voilà aujourd'hui, rien que l'hydroélectricité,
pouvait régler une grande partie de l'accès à l'énergie au Sénégal. Le solaire, n'en parlons pas, 60%, bon, on donne des pourcentages, mais les autres technologies qui existent aujourd'hui avec l'éolienne, et moi-même je me dis, selon les réalités et les ressources communautaires locales, on peut valablement trouver une solution relative à l'accès à l'énergie. Et ces questions d'énergie renouvelable, là, tout comme vous l'avez développé tout à l'heure, beaucoup d'experts également pensent de la sorte, c'est-à-dire que l'Afrique doit davantage miser ou bien davantage financer les questions d'énergie, en tout cas renouvelable, pour réussir même à atteindre ces objectifs de développement durable. Mais une autre contrainte se pose, c'est la question même du financement aujourd'hui de ces projets. Aujourd'hui, comment relever ce défi du financement aujourd'hui, d'accès à ces énergies renouvelables? Vous savez, c'est pour ça que je dis qu'il a effectivement bien raison par rapport à l'hydroélectricité. Ça fait pas 2 mois que j'étais en Guinée, mais ce que vous avez dit, c'est la réalité. C'est vrai absolument. Et en matière d'hydroélectricité, vous avez le barrage d'Akosombo, donc au Ghana. Vous pouvez imaginer le niveau d'ingénierie et de savoir-faire qu'il faut pour construire un barrage. Et tout est réglé. À chaque problème, les ingénieurs réfléchissent pour trouver une solution. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, rien que sur des barrages qui ont été conçus en Afrique, il y a un savoir-faire de ces ingénieurs africains qui ont été associés à ces projets-là. Et là, c'est un potentiel. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de mix énergétique, mais on doit d'abord parler d'un mix énergétique avec les énergies renouvelables. Pour vous dire, vous dites que comment donc relever le défi du financement. Mais le financement, on le produit. La richesse, on la produit. Vous mettez un système solaire containerisé. Vous avez un biodigesteur qui vous permet d'avoir de la conservation au gaz. Vous avez ce que vous avez récupéré avec votre biodigesteur, vous avez votre petite parcelle et tout cela. Vous avez donc, ça veut dire que vous créez un écosystème énergétique et économique autour de cette mini-centrale, donc avec des combinaisons solaires, biomasse, biogaz, et vous avez la possibilité de produire de la richesse. On parle de connectivité. Vous êtes dans les villages où, par exemple, les problèmes de transfert d'argent, vous ne pouvez pas transférer 5 000 francs dans une localité. La personne va dépenser 1 000 francs aller, 1 000 francs en retour, il se retrouve avec 3 000 francs alors que son problème est de 5 000 francs. Ça veut dire qu'il faut lui envoyer 7 000 francs pour pouvoir qu'il règle son problème. Donc, on a la possibilité de pouvoir faire ce travail-là. Si on crée des écosystèmes énergétiques et économiques comme cela, ça veut dire qu'on va payer l'électricité dont on a besoin. Et c'est des mécanismes qui sont là, c'est des possibilités. Les gens ont réfléchi à ça. Les structures bancaires, il y a très peu de structures bancaires qui maîtrisent véritablement les projets d'énergie. Beaucoup. Nous, on a vécu ça avec les PPP. Il y a beaucoup de banques, ils n'ont même pas un expert interne. C'est vous-même qui leur apportez l'expert pour qu'ils puissent apprécier donc de la faisabilité du projet ou bien comment ils pourront donc s'intégrer dedans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, après tout ce qui a été fait, il faut qu'on soit avec une position d'intégration de solutions. Il faut qu'on arrête cette sorte comme vous l'avez dit, victimisation. Les solutions reste avec cette intégration de solutions. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple du Ghana. Est-ce qu'aujourd'hui, le partage des bonnes expériences ou des pratiques qui ont marché ailleurs, s'ils étaient dupliqués ou bien si elles étaient dupliquées en tout cas dans d'autres pays, est-ce que cela ne pourrait pas constituer en tout cas des débuts de solutions? C'est quelque chose à faire. Il y a eu récemment le salon de l'ASEA. Il y a des centres, ils ont développé même des centres de compétences homologués. Ça veut dire que si aujourd'hui vous allez apprendre l'ingénierie sur l'hydraulique, vous ne pouvez pas ne pas le faire sans aller au Ghana pour apprendre comment ce barrage-là a été fait et avec une vision derrière. Si c'est par rapport au solaire, mais le Sénégal est sans commune mesure, sauf les tests. Les fours ici, la thermodynamie à concentration solaire, nous avons le professeur Bandanoui. Nous avons des experts. C'est-à-dire qu'on a véritablement le top 10 de l'ingénierie au niveau énergétique, rien qu'en Afrique pour ne pas d'autres pays. Donc le professeur Chimoun, personne ne peut parler de l'histoire de l'énergie solaire sans le citer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des personnalités qui sont mis par exemple au devant de la scène, des centres de recherche, le professeur Abdoulaye Taye de l'université de Bombay? Mais est-ce qu'on a véritablement un manque de ressources? Au niveau de l'UCAD, le laboratoire énergie renouvelable, donc je salue M. Gustave Sow au passage, mais on a des écoles de formation qui ont intégré véritablement des modèles de formation. Mais une société ne peut pas se développer sans
une indépendance et une sécurité, une épargne énergétique. Ce n'est pas possible. Est-ce que les États-Unis utilisent aujourd'hui leur potentiel en pétrole et en gaz sur le territoire? Mais ce qu'on oublie, parmi les 5 sociétés les plus grandes dans le solaire, First Solar est une société américaine. Dans les déserts américains, on installe des centrales solaires de grande envergure. Mais pourquoi aujourd'hui, eux, dans le désert du Texas, vous avez des éoliennes, vous avez des panneaux solaires. Vous avez des systèmes même de gradation avec les ruisseaux qu'ils ont là-bas. Mais comment se fait-il que nous, en Afrique, on ait tout ce potentiel et qu'on ne puisse pas avoir cette indépendance énergétique-là? Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on se dise les choses par la vérité. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, en 2023. Moi, ma position, elle est irrévocable. Aucun pays africain ne peut se targuer de pouvoir imposer à quelque population que ce soit des prix d'électricité exorbitants. Ce n'est pas possible. Cela en revient à la question de la volonté politique et le salon de l'ASEA dont vous avez parlé tout à l'heure. Il s'agit du salon des sociétés d'électricité d'Afrique qui avait été abrité par Dakar, la capitale sénégalaise. Et Biram, les minerais et autres ressources naturelles du continent ne sont pas traités en Afrique, mais dans des pays européens et même la Chine. Et les produits finis aujourd'hui nous sont renvoyés pour être vendus sur le continent africain. À titre d'exemple, 80% du cobalt africain est raffiné en Chine. Par quel mécanisme aujourd'hui faciliter cette industrialisation de l'Afrique pour relever ce défi de la transformation de nos matières premières sur le continent plutôt que de les exporter et de racheter aujourd'hui le produit fini? Cela rejoint la question que vous avez posée à M. Diagne tout à l'heure. C'est toujours la question du financement qui revient. Parce qu'au fond, l'énergie disponible n'est pas une fin en soi. L'énergie doit pouvoir porter cette industrie-là, porter cette agriculture moderne. Alors, c'est la question du financement qui va revenir. Et bizarrement, en Afrique, à chaque fois qu'on soulève un enjeu de développement important, la question qui va toujours revenir, c'est la question du financement. C'est valable pour l'industrie. On va vous dire, oui, les pays africains n'ont pas les moyens financiers ou parfois techniques pour exploiter ces minerais. Donc, on va faire de l'extraction. Et maintenant, il appartient aux raffineries basées dans d'autres pays Mais est-ce que des fonds souverains, par exemple, ne pourraient pas constituer... Mais exactement. C'est-à-dire, nous, on a tellement de ressources, mais on devrait pouvoir, s'il le faut même, hypothéquer quelques-unes de nos ressources pour avoir ces moyens-là et pour financer notre développement en réalité. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'on fait. Si on prend aujourd'hui, Biram, l'exemple des pays arabes aujourd'hui qui sont de grands producteurs de pétrole, pour la plupart, ce sont des pays qui ont misé, qui aujourd'hui ont financé en tout cas des fonds souverains qui servent aujourd'hui à financer d'autres secteurs. L'argent issu aujourd'hui de la production du pétrole sert à travers ces fonds financiers, ces fonds souverains aujourd'hui, à investir dans des secteurs autres aujourd'hui que les hydrocarbures pour davantage développer l'économie de ces pays-là. Mais justement, par exemple, tantôt vous parlez des industries extractives d'une façon générale. Alors, ici, on fait de l'extraction et on oublie toute la chaîne de valeur qui devrait en suivre et on prend les minerais bruts et on les exporte en Suisse ou ailleurs où les raffineries vont nous sortir, en tout cas, les produits finis. Mais qu'est-ce qu'on a perdu sur la chaîne? On a perdu toute une chaîne logistique qui pouvait créer beaucoup d'emplois, beaucoup d'industries, beaucoup de petites, moyennes, en tout cas, d'industries qui pouvaient quand même aider à absorber le chômage. Et on perd même de la compétence en même temps. C'est-à-dire, nous sommes, ça c'est un modèle quand même, à mon avis, colonial qui est encore là. Et il faut rompre avec. C'est-à-dire, du moment où nous voulons exploiter nos ressources naturelles, nous devons avoir une vision holistique. Cela consiste à quoi? Ok, je vais trouver une compagnie qui va m'exploiter par exemple l'or, qui va sortir l'or, mais si cette même compagnie ne peut pas créer une raffinerie qui va raffiner l'or sur place, je vais trouver, en tout cas je vais me donner les moyens de trouver d'autres sociétés qui pourront le faire. Et à ce niveau, il y a un autre problème. C'est que le modèle même est biaisé au départ. Pourquoi? Parce que c'est toujours des compagnies étrangères qui devront venir extraire, raffiner, créer un peu d'emploi, faire un peu de RSE et partir. Pourquoi nous ne pouvons pas créer des fonds souverains, financés
avec des moyens africains et qui pourront financer toute cette politique d'industrialisation, tout ce développement du secteur minier, tout le développement du secteur agricole. Parce qu'in fine, bon, si en Afrique, à chaque fois qu'on veut relever un défi, qu'on pose le problème du financement, ça ne fait qu'entretenir cette diplomatie de la mendicité, quoi. C'est-à-dire, oui, l'Afrique veut ça, mais il va falloir toujours aller au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Banque mondiale pour trouver des financements. Tantôt, je parlais de la Grande Muraille Verte, qui est un projet intégrateur, comme les grands barrages. C'est des projets importants sur le plan géopolitique et qui lient les pays. Mais regardez la Grande Muraille Verte. Quel est le pays aujourd'hui qui met des ressources financières pour qu'on réalise cette muraille? Il n'y en a pratiquement pas. Il y a une agence africaine qui s'occupe de la Grande Muraille Verte. Bon, le Sénégal a un siège, le Sénégal met un peu de budget, mais au fil des années, nous nous sommes rendus compte que c'est les mêmes bailleurs étrangers qui viennent mettre un peu d'argent pour qu'il y ait même du reboisement. Et ça, à la limite, c'est inacceptable. Si on ne peut pas financer le reboisement du Sahel, mais on ne pourra pas du tout espérer un jour qu'on mette un fonds souverain pour financer le développement industriel de l'Afrique. Et moi, je me dis qu'à ce niveau, si le Burkinabé Yacouba est parvenu à reboiser près de 40 hectares, mais les pays africains doivent se poser des questions. Aucun pays africain, individuellement, n'a fait mieux qu'un citoyen paysan burkinabé avec des faits ça doit nous interroger. Si on reste sur ce point de la Grande Muraille Verte, tous les pays que traverse aujourd'hui cette muraille-là, de Dakar à Djibouti également, pouvaient être mis à contribution pour contribuer en tout cas une partie de leur budget et consacrer ça aujourd'hui à le reboisement tout au long aujourd'hui de cette muraille allant de Dakar à Djibouti. Et Alassane, vous êtes spécialiste aujourd'hui des questions d'énergie. Par rapport à cette question de l'industrialisation, selon vous, comment aujourd'hui le continent africain pourrait relever ce défi aujourd'hui de l'industrialisation, puisqu'il se pose encore ce problème d'accès à l'énergie, puisque pour industrialiser, il faut également de l'énergie en quantité suffisante. Comment aujourd'hui relever ce défi de l'énergie? Il faut que nous soyons maîtres de nos ressources. Aujourd'hui, si vous voulez raffiner de l'or, il faut de l'énergie. Si vous voulez raffiner du fer, le bauxite, il faut de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez véritablement votre autonomie énergétique. Et comme il l'a dit... Qu'entendez-vous par être maître de nos ressources? Maître de nos ressources, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez de l'or. Vous prenez le brut, vous le faites partir. Mais pourquoi ne pas imposer à cette société, ok, je vous donne le contrat d'exploitation, vous sortez le minerai. Mais la raffinerie, moi, j'ai mon fonds souverain, je suis dedans. Je suis à 30%, 40%, peu importe. Mais l'essentiel, c'est-à-dire que l'or raffiné au Sénégal va retourner entre les mains et les poches de l'État sénégalais et du Sénégalais lambda. Mais on ne peut pas aujourd'hui... Vous parlez de la chaîne de logistique. Une chaîne de logistique. Je viens fraîchement de la Guinée. Dans une localité minière, il faut voir comment on appelle ça, le départ et les allers-retours des camions. De 30 tonnes, 50 tonnes de charge. Aller-retour, sur des tronçons de presque 20 km, aller-retour. Regardez un peu donc le nombre de camions qu'il faut. Quand un camion part, un autre revient. Donc ça veut dire que toute cette chaîne-là, c'est du savoir-faire, c'est de l'ingénierie, c'est même de l'industrie, c'est de l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'on a un parc de montage, d'assemblage de ces camions gros porteurs. Regardez les camions, les vieux camions aujourd'hui qui sont aujourd'hui à circuler encore au Sénégal. Ils ne sont même plus sortis d'usine. Donc aujourd'hui, si on ne veut pas véritablement si on va véritablement arriver à un niveau de développement, il faut que nous soyons maîtres de nos ressources, qu'on impose nos lois. Aujourd'hui, on raffine le pétrole et le gaz. Nous avons une société de raffinage ici. Au Nigeria, le milliardaire Dangote a mis sa raffinerie. Ça veut dire que le pétrole nigérien va être raffiné au Nigeria. Ne va pas venir pour une bonne partie ou bien plus du tout au Sénégal. Et pendant des années aujourd'hui, ce pétrole nigérien était raffiné ailleurs pour racheter le carburant brut. C'était même raffiné ici. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous avons dit on a de gros noms, Société africaine de raffinage, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on raffine le pétrole africain? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Sénégal était véritablement un pays de raffinerie du pétrole et du gaz, le Sénégal serait à un niveau de développement autre. Dakar aurait un autre visage, serait comme Dubaï. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ça veut dire que nous avons la région de Kédougou. Ça, c'est un scandale mondial. On ne peut pas, avec tout le potentiel minier qu'il y a, Kédougou ne peut même pas ressembler à Dakar. Avec tout ce qui sort là-bas comme ressources, comment est-ce que c'est possible qu'on vive ces situations-là? Aujourd'hui, on parle un peu du Niger.
comment la zone où on sort de l'uranium toxique, radioactif, ces populations-là n'ont même pas un poste de santé valable, n'ont même pas des routes adéquates. Et ce sont ces Occidentaux-là qui vont nous servir des discours de démocratie, de droits de l'homme, d'accès à la santé, les ODD et tout ça. Mais avant même de parler de ça, mais soyez d'abord juste équitable envers des populations humaines comme vous. Et cela en revient à cette question qu'il faudrait aujourd'hui être maître de nos ressources pour pouvoir relever tous ces défis-là. Et selon vous, Biram, comment développer un partenariat énergétique et climatique gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, la plupart de ces financements viennent de l'Europe ou bien que nos produits sont raffinés ailleurs pour nous être vendus en produits finis. Aujourd'hui, en étant maître de nos ressources, comment renforcer ou bien développer ce partenariat gagnant-gagnant entre le continent africain et son partenaire européen? Vous savez, Daouda, l'intérêt du changement climatique, c'est quoi? C'est-à-dire, le changement climatique en soi va au-delà d'une simple question environnementale. Le changement climatique repose la question du développement d'une façon générale. Et du développement durable d'ailleurs. Et des relations nord-sud, du géopolitique mondial. Il y a beaucoup d'implications géopolitiques que le changement climatique en réalité repose sur la table. Et maintenant, ce qu'il faut voir à travers ce partenariat, c'est qu'il faudra réviser véritablement les bases du partenariat. Bon, ça nous renvoie à la déclaration de Nairobi, donc c'est bien écrit. Maintenant, je le disais tantôt, ça demande un leadership africain très fort. Parce que, bon, certains disent que oui, nous sommes à l'ère du révisionnisme. Oui, on doit réviser toutes ces conventions, tous ces textes qui gouvernent le monde parce que ça porte préjudice véritablement à l'Afrique. Mais pour y arriver, il nous faut, à la limite, des hommes forts. Et ces gens-là doivent pouvoir faire des propositions, donc s'entourer d'ingénieurs, de scientifiques, en tout cas valoriser tous les résultats de la recherche. Et maintenant, oser poser, en tout cas sur la table, les vrais enjeux de l'heure. Oser poser sur la table les vrais enjeux de l'heure. Et il est l'heure, d'ailleurs, nous sommes à 26 minutes, la fin de cette émission. Biram Faye, je rappelle que vous êtes journaliste, chercheur également spécialisé en environnement et gestion des ressources naturelles. Votre première participation à l'émission Le Débrief. Merci d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Merci beaucoup, Daouda, pour l'invitation et j'espère que ce n'est que partie remise. Oui, ce n'est que partie remise. Nous avons l'habitude, en tout cas, de fidéliser nos bonnes personnes ressources. Merci d'avoir été là et un plaisir de vous avoir reçu également. Monsieur Alassane Diagne, également spécialiste des questions d'énergie, consultant en éducation et gestion environnementale. Toujours aussi un plaisir de partager le plateau avec vous. Vraiment, c'est un plaisir partagé et merci d'avoir pensé à nous pour ces thématiques qui sont véritablement des thématiques au cœur du développement aujourd'hui et même au cœur des préoccupations de paix. Si on ne règle pas ces questions d'équité, de justice énergétique et au-delà même de l'énergie, il y a l'eau. Avec ce sont aussi des questions d'équité et de justice climatique. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.